Les collines ondulées du sud de la Française étendaient à perte de vue, baignées par la lumière dorée du matin. Les champs de tournesol dansaient doucement sous la brise, créant un tableau idyllique qui masquait les tensions profondes de cette petite communauté agricole. Au cœur de ce paysage pastoral se dressait la ferme des Moreau, imposante et austère, ses murs de pierre blanche témoins silencieux d'une histoire familiale marquée par la rigidité et le contrôle. Élise Moreau se tenait devant la fenêtre de sa chambre, observant le lever du soleil avec un mélange de mélancolie et de résignation. À 22 ans, elle possédait cette beauté naturelle des femmes de la campagne, mais ses yeux verts trahissaient une tristesse profonde qui n'avait jamais vraiment quitté son regard depuis la disparition de sa mère. Ses cheveux châtains, toujours soigneusement tressés selon les exigences de son père, encadraient un visage délicat où se lisaient les traces d'une jeunesse étouffée par trop de contraintes. En bas, dans la grande cuisine de la ferme, elle pouvait entendre les pas lourds de Gustave Moreau, son père, un homme dont la simple présence suffisait à faire régner un silence pesant dans toute la maison. Respecté et craint dans toute la région, Gustave était un fermier prospère qui avait bâti sa réputation sur une discipline de fer et des principes conservateurs inflexibles. Pour lui, les femmes avaient leur place bien définie dans l'ordre naturel des choses, et cette place n'incluait certainement pas l'indépendance ou la rébellion. « Élise, descends immédiatement !» La voix autoritaire de son père résonna dans les couloirs, faisant trembler les murs centenaires. Elle ferma les yeux un instant, puisant dans ses réserves de courage avant de quitter sa chambre. Chaque matin commençait de la même façon, par une série d'ordres et de reproches qui la rappelèrent constamment à sa condition de fille soumise. Dans la cuisine, Gustave l'attendait debout près de la grande table en chêne, ses mains calleuses posées fermement sur le bois poli par des générations d'utilisation. Son regard dur scrutait sa fille avec cette expression de désapprobation permanente qu'elle connaissait si bien. À 55 ans, Gustave Moreau était un homme imposant, aux épaules larges et au visage buriné par les années de travail sous le soleil. Sa moustache grisonnante et ses cheveux toujours parfaitement peignés lui donnaient un air de patriarche incontesté. « Tu sais parfaitement pourquoi je t'ai fait descendre » commença-t-il de sa voix grave. « Théo Marchand viendra déjeuner avec nous aujourd'hui. Tu mettras ta plus belle robe, celle que j'ai fait confectionner spécialement pour l'occasion. Et surtout, tu te comporteras comme une jeune femme bien élevée doit le faire. » Le nom de Théo Marchand fit frémir Élise intérieurement. Fils du deuxième fermier le plus influent de la région, Théo était tout ce qu'elle détestait chez les hommes de sa génération. Arrogant, possessif et convaincu que le monde lui appartenait de droit. À 28 ans, il avait déjà la réputation d'un homme difficile, connu pour ses colères et son mépris envers ceux qu'il considérait comme inférieurs. « Papa, je... » commença Élise. Mais Gustave leva la main pour la faire taire. Il n'y a pas de sommesso qui tienne. Cette union est bénéfique pour nos deux familles. Les Marchands possèdent les meilleures terres de la vallée. Et notre alliance renforcera notre position dans la région. Tu as 22 ans. Il est temps que tu assumes tes responsabilités. Élise baissa les yeux, sentant les larmes menacées de couler. Depuis des mois, son père orchestrait ce rapprochement avec les Marchands, négociant son avenir comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Elle avait tenté plusieurs fois d'exprimer ses réticences, mais chaque tentative se soldait par des sermons interminables sur le devoir filial et l'importance des traditions familiales. « Maman n'aurait jamais accepté cela », murmura-t-elle, presque malgré elle. Le visage de Gustave s'assombrit instantanément. Mentionner sa défunte épouse était un territoire interdit, un sujet qui réveillait en lui une colère froide et dangereuse. « Ta mère était une femme sage qui connaissait sa place. Si elle était encore parmi nous, elle t'expliquerait elle-même l'importance de cette union. Maintenant, assez de discussions inutiles. Va te préparer. » Élise remonta dans sa chambre, le cœur lourd. Elle s'assit sur son lit étroit et regarda autour d'elle cette pièce qui avait été son seul refuge pendant tant d'années. Les murs blancs, ornés seulement d'un crucifix et d'une photo de sa mère, semblaient se resserrer autour d'elle comme une prison dorée. Sur sa table de chevet, un petit carnet usé contenait ses pensées les plus intimes, les seuls mots qu'elle avait jamais pu écrire en toute liberté. Elle ouvrit le tiroir de sa commode et en sortit la robe que son père avait fait confectionner, un tissu bleu marine, simple mais élégant,
avec de petites broderies au col. Cette robe représentait tout ce qu'elle détestait dans sa vie. Belle en apparence, mais conçue pour plaire aux autres, jamais pour exprimer sa propre personnalité. Alors qu'elle se changeait, ses pensées dérivèrent vers sa mère, Marie Moreau, une femme douce aux yeux rieurs qui avait apporté tant de lumière dans cette maison austère. Marie était partie trop tôt, emportant avec elle tous les sourires et la tendresse qui rendaient supportable la dureté quotidienne de la vie à la ferme. Élise gardait précieusement le souvenir de ses histoires du soir, de ses chansons douces et de cette façon particulière qu'elle avait de la regarder avec tant d'amour et de fierté. Un coup sec à la porte la ramena brutalement à la réalité. « Élise, les marchands arrivent dans 1 heure. Je veux te voir en bas dans 10 minutes et que tout soit parfait. » Elle ajusta sa robe une dernière fois, brossa ses cheveux qu'elle laissa libres contrairement à l'habitude et se dirigea vers la porte. Au moment de poser la main sur la poignée, elle aperçut son reflet dans le petit miroir accroché au mur. La jeune femme qui lui faisait face avait l'air résignée, prête à jouer le rôle qu'on attendait d'elle. Mais au fond de ses yeux verts brillait encore une petite flamme, un reste de cette personnalité authentique que ni son père ni les conventions sociales n'avaient réussi à éteindre complètement. Cette flamme, elle le sentait, représentait sa dernière chance de liberté. Et aujourd'hui, face à Théo Marchand et au projet de son père, elle allait peut-être devoir choisir entre le éteindre définitivement ou la laisser grandir jusqu'à embraser toute sa vie. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Le bruit des roues sur le gravier de l'allée principale annonça l'arrivée des marchands. Élise, postée près de la fenêtre du salon, observait la luxueuse voiture noire qui s'approchait lentement de la maison. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que son père ne l'entende depuis la cuisine où il vérifiait une dernière fois que tout était parfaitement en ordre pour recevoir ses invités. Gustave apparut dans l'encadrement de la porte, ajustant sa cravate avec cette précision maniaque qui caractérisait tous ses gestes. Il portait son costume du dimanche, celui qu'il réservait aux occasions importantes, et ses chaussures brillaient comme des miroirs. Son regard scrutateur balaya sa fille de la tête aux pieds, cherchant le moindre défaut qui pourrait ternir l'image parfaite qu'il souhaitait projeter. « Bien, tu es présentable », déclara-t-il enfin, ce qui constituait le plus proche d'un compliment que Élise pouvait espérer de sa part. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Tu restes silencieuse, sauf si on s'adresse directement à toi. Tu souris, et tu montres que tu seras une épouse digne de la famille Marchand. » La portière de la voiture claqua et Théo Marchand en descendit, suivi de son père, Henri Marchand. Théo était un homme grand et massif, aux cheveux blonds toujours parfaitement coiffés et au sourire qui ne parvenait jamais à atteindre ses yeux bleus et froids. Il portait un costume gris clair qui mettait en valeur sa carrure imposante, et ses gestes trahissaient cette assurance arrogante des hommes, habitués à obtenir tout ce qu'ils désirent. Henri Marchand, quant à lui, était une version plus âgée et plus raffinée de son fils. À 60 ans, il conservait cette élégance naturelle des hommes d'affaires prospères. Mais son regard perçant révélait une intelligence calculatrice qui avait fait de lui l'un des négociateurs les plus redoutables de la région. « Mes chers amis », s'exclama Gustave en ouvrant la porte d'entrée avec un enthousiasme forcé. « Quel plaisir de vous recevoir dans notre humble demeure. » Les salutations se déroulèrent selon le protocole strict de la politesse campagnarde. Poignée de main ferme entre les hommes, courbettes respectueuses et échange de compliments sur la beauté de la propriété et la prospérité des récoltes. Élise resta en retrait, observant cette chorégraphie sociale dont elle connaissait chaque pas par cœur. Quand vint son tour d'être présentée, elle s'avança avec grâce, esquissant une petite révérence comme on le lui avait enseigné depuis l'enfance. Henri Marchand lui baisa la main avec galanterie, mais c'est le regard de Théo qui la mit mal à l'aise. Il la détaillait comme s'il évaluait un bien qu'il s'apprêtait à acquérir, ses yeux s'attardant sur sa silhouette avec une intensité déplaisante. « C'est mademoiselle Élise », dit-il de sa voix grave en portant sa main à ses lèvres. « Votre beauté surpasse tout ce que votre père avait pu me décrire. Je comprends maintenant pourquoi il est si fier de vous. » Élise retira discrètement sa main, réprimant un frisson de dégoût. « Merci, monsieur Marchand. Vous me flattez. »
Le déjeuner se déroula dans la grande salle à manger, sous le regard sévère des portraits d'ancêtres accrochés au mur. La table avait été dressée avec la plus belle vaisselle de la famille, celle que sa mère utilisait autrefois pour les grandes occasions. Chaque assiette, chaque verre brillait de mille feux, créant une atmosphère de fête qui contrastait cruellement avec l'angoisse grandissante de Élise. La conversation tournait essentiellement autour des affaires et de la politique locale. Les deux patriarches échangeaient leurs points de vue sur les prix du blé, les nouvelles réglementations européennes et les changements qui affectaient l'agriculture traditionnelle. Théo participait peu à ces discussions, préférant consacrer son attention à Élise, multipliant les regards appuyés et les sourires qui se voulaient charmeurs. « Élise, ma chère enfant, » intervint Henri Marchand au milieu du repas. « Votre père me dit que vous savez parfaitement tenir une maison. C'est une qualité rare chez les jeunes femmes d'aujourd'hui. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Élise sentit ses joues s'empourprer sous l'attention générale. « J'ai eu la chance d'apprendre auprès de ma mère, Monsieur Marchand. Elle m'a transmis tout ce qu'une femme doit savoir pour prendre soin de sa famille. » « Excellente réponse, » approuva Gustave avec un sourire satisfait. « Élise a toujours été une fille obéissante et travailleuse. Elle saura faire honneur au nom qu'elle portera. » Théo prit la parole pour la première fois depuis le début du repas. « J'espère, mademoiselle Élise, que vous appréciez la vie à la campagne. Certaines jeunes femmes rêvent de la ville et de ses distractions, mais moi je pense qu'une femme s'épanouit mieux dans le cadre familial traditionnel. » La question contenait un piège évident. Élise comprit immédiatement qu'il testait sa soumission aux valeurs conservatrices qu'il représentait. Elle hésita un instant, sentant le regard insistant de son père qui l'incitait à donner la réponse attendue. « J'aime beaucoup notre région, » répondit-elle prudemment. « Les paysages sont magnifiques et la vie y est paisible. Mais je pense qu'il est normal pour une jeune personne de s'interroger sur ce que le monde peut offrir d'autre. » Un silence pesant s'abattit sur la table. Gustave fronça les sourcils, visiblement contrarié par cette réponse qui s'écartait du script qu'il avait imaginé. Henri Marchand leva un sourcil, intrigué par cette pointe d'indépendance inattendue. Quant à Théo, son sourire se durcit imperceptiblement. « Bien sûr, » reprit-il après un moment. « La curiosité est naturelle, mais l'expérience m'a appris que le bonheur se trouve dans la stabilité et les valeurs sûres. Une femme mariée a tout ce dont elle peut rêver. Un foyer, des enfants, la sécurité d'un époux qui veille sur elle. » Élise baissa les yeux sur son assiette, ne faisant plus confiance à sa voix pour répondre de manière diplomatique. Elle sentait monter en elle une colère sourde, une révolte contre cette vision étriquée de l'existence féminine où elle ne serait qu'un accessoire dans la vie d'un homme. Après le dessert, les hommes se retirèrent dans le bureau de Gustave pour discuter des détails pratiques, comme ils le formulèrent pudiquement. Élise se retrouva seule dans le salon, débarrassant machinalement la table tout en tendant l'oreille vers les conversations qui filtraient à travers la porte close. Elle entendit des mots par bribes. Dot, contrat, terres adjacentes, automne prochain. Sa vie se négociait dans cette pièce comme n'importe quelle transaction commerciale, et elle n'avait pas son mot à dire dans ces discussions qui scellaient pourtant son avenir. Quand les invités repartirent, Théo s'arrangea pour se retrouver seul avec elle quelques instants sur le perron. Il se pencha vers elle, trop près, et murmura d'une voix qu'il croyait séductrice. « J'ai hâte de mieux vous connaître, Élise. Nous formerons un beau couple, vous verrez, et je saurai vous faire oublier toutes ces idées modernes qui vous passent par la tête. » Cette nuit-là, Élise resta longtemps éveillée, fixant le plafond de sa chambre. Les paroles de Théo résonnaient dans sa tête comme une menace à peine voilée. Elle comprenait maintenant que le piège se refermait définitivement sur elle et qu'il lui restait très peu de temps pour choisir entre la soumission et la rébellion. Les jours qui suivirent la visite des marchands S écoulèrent dans une atmosphère de tension croissante. Gustave avait retrouvé sa bonne humeur, satisfait de la tournure que prenaient les négociations. Il sifflotait en travaillant dans les champs et multipliait les allusions au bel avenir qui attendait sa fille. Pour lui, l'affaire était pratiquement conclue, et il ne restait plus qu'à fixer les derniers détails avant d'annoncer officiellement les fiançailles. Élise, quant à elle, sombrait dans une mélancolie profonde. Elle accomplissait ses tâches quotidiennes comme un automate, l'esprit ailleurs.
cherchant désespérément une issue à cette situation qui lui semblait de plus en plus inextricable. Chaque matin, en se réveillant, elle espérait que tout cela ne soit qu'un cauchemar, mais la réalité la rattrapait invariablement. Ce matin-là, alors qu'elle étendait le linge dans le jardin derrière la maison, elle entendit des voix familières qui provenaient de la route. Intriguée, elle s'approcha de la haie qui délimitait la propriété et aperçut Madame Dubois, l'institutrice du village, qui discutait avec sa voisine, Madame Laurent. « C'est un véritable scandale », disait Madame Dubois d'une voix indignée. « Cette pauvre petite Margot Roussel, contrainte d'épouser ce brute de Pascal Ferrand. Elle n'a que 18 ans, et lui en a 45. Tout cela parce que sa famille a des dettes envers les Ferrand. » Madame Laurent secoua tristement la tête. « Que voulez-vous, ma chère amie ? C'est ainsi que les choses se passent dans nos campagnes. Les parents décident et les enfants obéissent, surtout les filles. Mais enfin, nous sommes au XXIe siècle. Les femmes ont des droits, elles peuvent choisir leur destinée. Il existe des lois pour les protéger de ces mariages forcés. En théorie, peut-être. Mais ici, dans notre petit monde, les traditions ont la vie dure. Et puis, où irait cette petite si elle refusait ? Elle n'a pas de métier, pas d'argent, pas de famille pour l'accueillir ailleurs. Les deux femmes s'éloignèrent, mais leurs paroles continuèrent de résonner dans l'esprit d'Élise. Elle se sentait soudain moins seule dans son malheur. D'autres jeunes femmes vivaient la même situation qu'elle, prisonnières de ces arrangements qui ne tenaient aucun compte de leurs sentiments ou de leurs aspirations. Le soir venu, elle monta dans sa chambre plus tôt que d'habitude, prétextant une migraine. En réalité, elle voulait retrouver un objet précieux qu'elle avait caché au fond de son armoire, le journal intime de sa mère. Elle l'avait découvert quelques années après la disparition de Marie, dissimulé derrière une planche mal ajustée dans l'ancienne chambre parentale. À la lueur de sa petite lampe de chevet, elle relut les passages qui l'avaient tant bouleversée la première fois. Sa mère y décrivait sa propre jeunesse, ses rêves brisés, et surtout cette phrase qui avait marqué Élise à vie. « Je me suis résignée trop tôt, ma chère fille. Si tu lis ces lignes un jour, n'oublie jamais que tu as le droit de choisir ta propre voie, même si cela demande du courage. » Ces mots prenaient aujourd'hui une résonance particulière. Marie Moreau avait-elle prévu que sa fille vivrait la même situation qu'elle? Avait-elle laissé ce message d'espoir en sachant que Élise en aurait besoin un jour? Le lendemain matin, Gustave annonça une nouvelle qui fit l'effet d'une bombe. « Théo viendra dîner avec nous samedi prochain. Il souhaite te parler en privé, Élise. Je pense que nous pouvons nous attendre à une demande officielle. » Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Samedi prochain. Ça était dans 3 jours seulement. 3 jours avant que son destin ne soit scellé définitivement. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son ne sortit. La panique s'emparait d'elle, bloquant sa respiration et ses pensées. « Tu ne dis rien ?» remarqua son père avec un sourire satisfait. « Je comprends. Tu es ému. C'est normal pour une jeune fille qui va recevoir sa première demande en mariage. »« Papa, je... » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Quoi donc? Tu as des objections à formuler ?» Le ton de Gustave avait changé du tout au tout. Son sourire avait disparu, remplacé par cette expression menaçante que Élise connaissait si bien. Elle sentit le courage l'abandonner face à ce regard dur et implacable. « Non, papa, aucune objection. »« Parfait. Je savais que tu étais une fille raisonnable. » Mais au fond d'elle-même, Élise savait qu'elle mentait. Elle avait des objections, énormément d'objections. Elle ne voulait pas épouser Théo Marchand. Elle ne voulait pas de cette vie tracée d'avance, de cette existence où elle ne serait qu'un pion dans les stratégies patriarcales de leurs familles respectives. Cette nuit-là, elle prit une décision qui la surprit elle-même par sa détermination. Elle ne pouvait plus attendre passivement que son sort se décide sans elle. Il fallait qu'elle agisse, qu'elle trouve le courage que sa mère avait évoqué dans son journal. Le vendredi soir, veille du dîner fatidique, Élise rassembla tout son courage. Elle descendit dans le salon où son père lisait son journal quotidien, installé dans son fauteuil habituel près de la cheminée. L'atmosphère était paisible, presque feutrée, ce qui rendait ce qu'elle s'apprêtait à faire encore plus difficile. « Papa, il faut que je vous parle », dit-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre ferme. Gustave leva les yeux de son journal, surpris par le ton solennel de sa fille. « Que se passe-t-il? Tu as l'air bien sérieuse. » Élise s'assit en face de lui, les mains jointes pour masquer leur tremblement. «
C'est à propos de Théo Marchand et de ce mariage que vous organisez. » Le visage de son père se durcit immédiatement. Continue. « Je ne peux pas l'épouser, papa. Je ne l'aime pas, et je ne pourrai jamais l'aimer. Ce ne serait pas juste, ni pour lui, ni pour moi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Gustave referma lentement son journal, le posa sur la table basse et se leva. Élise vit ses mâchoires se crisper et ses poings se serrer. Quand il prit la parole, sa voix était dangereusement calme. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? » Je dis que je ne veux pas de ce mariage. Je veux avoir le droit de choisir l'homme que j'y épouserai, de construire ma propre vie. L'explosion de colère fut terrible. Gustave se mit à crier, à tempêter, énumérant tous les sacrifices qu'il avait consentis pour elle, tous les avantages que représentait cette union, et surtout l'ingratitude monstrueuse dont elle faisait preuve envers lui. « Tu n'es qu'une enfant gâtée. Tu ne comprends rien aux réalités de la vie. Crois-tu que tes petits caprices d'adolescente valent plus que l'honneur de notre famille ?» Élise encaissa les reproches sans broncher, mais quelque chose en elle avait changé. Pour la première fois de sa vie, elle avait dit non à son père. Et même si cela lui coûtait cher, elle ne regrettait pas d'avoir parlé. Cette petite flamme dont elle sentait la présence depuis des semaines venait de grandir considérablement, et elle comprenait maintenant qu'il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Le samedi matin se leva dans un silence glacial. Gustave n'avait pas adressé la parole à sa fille depuis leur confrontation de la veille, mais ses regards noirs en disaient long sur sa colère persistante. Il vaquait à ses occupations avec des gestes brusques, claquant les portes et malmenant les objets, créant une atmosphère de tension insupportable dans toute la maison. Élise avait passé une nuit blanche, oscillant entre la peur des conséquences de sa rébellion et un sentiment nouveau de fierté personnelle. Elle avait franchi une ligne invisible, et même si l'avenir lui semblait plus incertain que jamais, elle ne pouvait nier cette sensation étrange de liberté qui commençait à germer en elle. Vers midi, son père fit irruption dans la cuisine où elle préparait le déjeuner. Son visage était fermé, ses traits tirés par la colère et quelque chose d'autre qu'elle n'arrivait pas à identifier. De la déception, peut-être, ou de la honte. « Nous devons parler », déclara-t-il sèchement. « Assieds-toi. » Élise obéit, s'installant à la table familiale où tant de décisions avaient été prises sans jamais la consulter. Son père resta debout, la dominant de toute sa stature imposante, utilisant consciemment cette position d'autorité pour l'intimider. « J'ai réfléchi toute la nuit à tes paroles d'hier, » commença-t-il d'une voix contrôlée. « Et j'en suis arrivé à la conclusion que tu as été influencé par de mauvaises idées. Ces notions modernes sur l'indépendance des femmes, ces sottises qu'on entend parfois à la radio ou qu'on lit dans les journaux. » Élise garda le silence, comprenant qu'il valait mieux le laisser vider son sac avant de répondre. « Mais je suis ton père, et j'ai le devoir de te protéger contre tes propres erreurs de jugement. Théo Marchand est un bon parti, issu d'une famille respectable. Il t'offrira la sécurité et la stabilité. Que peux-tu espérer de mieux? Le respect, répondit Élise calmement. L'amour. La possibilité d'être moi-même au lieu d'être seulement l'épouse de quelqu'un d'autre. Gustave serra les poings. L'amour? Tu parles comme une gamine qui a lu trop de romans à l'eau de rose. L'amour, ça passe, ma fille. Ce qui compte, c'est la solidité d'une union basée sur des intérêts communs et des valeurs partagées. Maman vous aimait-elle? La question jaillit avant qu'Élise ne puisse la retenir. Le visage de son père se décomposa. Mentionner Marie était toujours un territoire dangereux, mais cette fois, était différent. Il y eut dans ses yeux une lueur de douleur authentique, un bref instant de vulnérabilité qu'il tenta immédiatement de masquer. Ta mère était une femme exceptionnelle qui a su trouver le bonheur dans le devoir et la famille. Elle ne se serait jamais permis ce genre de caprice. Vous ne répondez pas à ma question. Assez, explosa Gustave. Tu dépasses les bornes, Élise. Je ne tolérerai pas cette insubordination plus longtemps. Ce soir, quand Théo viendra dîner, tu te comporteras comme une jeune fille bien élevée. Tu accepteras sa demande avec grâce et reconnaissance. Et nous n'en parlerons plus jamais. Élise se leva lentement, sentant monter en elle une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Non, papa, je ne peux pas faire cela. Comment? Je dis non. Non à ce mariage. Non à cette vie que vous voulez m'imposer. Non à cette soumission aveugle.
Je ne suis pas un objet qu'on peut échanger ou négocier. Je suis une personne, avec mes propres sentiments et mes propres aspirations. » La gifle claqua comme un coup de tonnerre. Élise porta la main à sa joue brûlante, mais ne recula pas. Au contraire, elle releva le menton et fixa son père droit dans les yeux, refusant de montrer sa peur. « Tu n'es qu'une ingrate », siffla Gustave, le visage déformé par la rage. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tous les sacrifices que j'ai consentis depuis la disparition de ta mère, et voilà comment tu me remercies ? Quel sacrifice, papa ? Vous m'avez nourri et logé, c'est votre devoir de père, mais vous ne m'avez jamais écouté, jamais demandé mon avis, jamais considéré comme autre chose qu'un prolongement de votre volonté. » Les heures qui suivirent furent un calvaire. Gustave multiplia les tentatives de persuasion, alternant entre les menaces, les reproches et les promesses. Il évoqua l'honneur familial, les conséquences financières d'une rupture avec les marchands, l'isolement social qui l'attendait si elle persistait dans sa rébellion. Mais Élise tenait bon. Chaque argument de son père ne faisait que renforcer sa conviction qu'elle avait raison de résister. Elle pensait aux paroles de sa mère dans son journal, à toutes ces femmes qui, comme Margot Roussel, subissaient le même sort qu'elle. Il fallait que quelqu'un dise « stop », que quelqu'un refuse de perpétuer cette tradition d'oppression. Le soir venu, Théo Marchand arriva comme prévu, élégant dans son costume sombre, un bouquet de fleurs à la main et un sourire confiant aux lèvres. Gustave l'accueillit avec un enthousiasme forcé, tentant de masquer sa nervosité derrière des civilités exagérées. Le dîner se déroula dans une atmosphère tendue. Gustave multipliait les plaisanteries et les compliments, essayant désespérément de créer une ambiance festive. Théo, inconscient de l'orage qui se préparait, parlait avec assurance de leurs projets futurs, décrivant la maison qu'ils feraient construire pour eux et les voyages qu'ils entreprendraient ensemble. Élise écoutait en silence, de plus en plus révoltée par cette façon de planifier sa vie sans même lui demander son avis. Quand Théo évoqua le nombre d'enfants qu'ils auraient et l'éducation qu'il leur donnerait, elle sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Après le dessert, Gustave prétexta une course urgente et laissa les jeunes gens seuls au salon. Théo profita immédiatement de cette intimité pour s'approcher d'eux, Élise, et prendre sa main dans la sienne. « Élise, ma chère, le moment est venu de parler sérieusement de notre avenir, » commença-t-il d'une voix qu'il voulait tendre. « Votre père et le mien ont donné leur accord, et j'espère que vous partagerez ma joie à l'idée de nous unir. » Il sortit de sa poche un petit écrin de velours rouge et l'ouvrit devant elle. À l'intérieur brillait une bague ornée d'un diamant, belle et coûteuse, symbole de cette prison dorée qu'on lui proposait. « Voulez-vous me faire l'honneur de devenir ma femme ?» Élise regarda la bague, puis le visage expectant de Théo, puis de nouveau la bague. Dans ce petit objet brillant, elle voyait toute une vie de soumission, de silence, de rêves abandonnés. Elle pensait à sa mère, à ses regrets murmurés dans les pages jaunies d'un journal intime. Elle pensait à toutes les femmes qui, avant elle, avaient dit oui par résignation, par peur, par manque d'alternative. Lentement, elle retira sa main de celle de Théo et se leva. « Non », dit-elle simplement. Le sourire de Théo se figea. « Pardon ? Je dis non. À Monsieur Marchand, je ne vous épouserai pas. » Cette fois, c'est été dit, clairement, publiquement, sans possibilité de retour en arrière. La petite flamme de rébellion qui couvait en elle depuis des semaines venait de s'embraser totalement. Et Élise comprit qu'elle venait de changer le cours de sa vie pour toujours. Le silence qui suivit la réponse de Élise sembla durer une éternité. Théo Marchand resta figé, elle écrin ouvert dans ses mains, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Jamais, dans ses rêves les plus fous, il n'avait imaginé qu'une femme puisse refuser sa demande en mariage. Son visage passa de la surprise à l'incrédulité, puis à une colère froide qui fit frémir Élise. « Vous plaisantez, j'espère, » dit-il en refermant brutalement les écrins. « Votre père m'avait assuré que vous étiez une jeune femme raisonnable. Je suis parfaitement raisonnable, monsieur Marchand. C'est précisément pour cette raison que je refuse votre proposition. » Théo se leva à son tour, sa prestance habituelle cédant la place à une agressivité mal contrôlée. « Savez-vous seulement qui je suis? Savez-vous le privilège que je vous offrais? Aucune femme de cette région n'aurait hésité une seconde à accepter ma demande. Alors adressez-vous à l'une d'entre elles,
répliqua Élise avec un calme qui la surprit elle-même. Moi, je ne peux pas épouser un homme que je ne respecte pas. Cette fois, c'en était trop. Théo fit un pas vers elle, le visage déformé par la rage. Comment osez-vous me parler ainsi? Vous n'êtes qu'une paysanne sans le sou, et vous vous permettez de faire la difficile. Au même moment, Gustave fit irruption dans le salon. Il avait entendu les éclats de voix depuis la cuisine et comprenait immédiatement ce qui s'était passé. Son regard alla de sa fille, droite et déterminée, à Théo Marchand, rouge de colère et d'humiliation. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. « Votre fille vient de me manquer de respect de la façon la plus intolérable, » cracha Théo. Elle a refusé ma demande avec une arrogance qui dépasse l'entendement. Gustave ferma les yeux un instant, comme pour puiser dans ses dernières réserves de patience. Quand il les rouvrit, son regard était devenu meurtrier. « Élise, monte immédiatement dans ta chambre. Nous réglerons cette affaire plus tard. »« Non, papa, j'ai 22 ans. Je ne suis plus une enfant qu'on envoie dans sa chambre quand elle désobéit. J'assume pleinement mes paroles et mes actes. » L'affront était public devant un témoin extérieur. Pour Gustave, Sceaux était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Toute sa réputation, tout son prestige dans la communauté venait d'être anéanti par l'insubordination de sa propre fille. Ce qui suivit fut terrible. Gustave explosa dans une rage incontrôlable, hurlant des reproches et des menaces. Il traita Élise de tous les noms, l'accusa d'être une dégénérée influencée par les idées modernes, une honte pour la mémoire de sa mère. Théo, comprenant que la situation lui échappait complètement, quitta précipitamment la maison après avoir jeté un dernier regard méprisant à Élise. « Tu veux ta liberté » vociféra Gustave quand ils furent seuls. « Eh bien, tu l'auras, mais ne compte pas sur moi pour t'entretenir. Puisque tu refuses d'honorer notre famille, tu n'en fais plus partie. » Cette nuit-là fut la plus longue de la vie d'Élise. Enfermée dans sa chambre par son père, elle entendait ses pas furieux dans le couloir, ses coups de téléphone rageurs au marchand pour tenter de réparer les dégâts. Mais elle savait que certaines paroles ne pouvaient pas être effacées, certains actes ne pouvaient pas être annulés. Au petit matin, Gustave vint la chercher. Son visage était hagard, ses cheveux en désordre, mais sa colère semblait s'être muée en une détermination froide et implacable. « Habille-toi » ordonna-t-il. « Nous allons au village. » Le trajet se déroula dans un silence pesant. Élise s'attendait à tout sauf à ce qu'il attendait effectivement. Gustave gara sa voiture sur la place principale du village à l'heure où les habitants se rendaient au marché matinal. Il descendit, fit le tour du véhicule et ouvrit brutalement la portière passager. « Sors » dit-il sèchement. Élise obéit, troublée par l'affluence inhabituelle sur la place. Il lui sembla que tous les regards étaient tournés vers eux, comme si les habitants s'attendaient à un spectacle. Elle comprit avec horreur que son père avait orchestré cette mise en scène. « Mes chers concitoyens, » commença Gustave d'une voix forte qui porta sur toute la place. « Je vous présente ma fille Élise, qui a déshonoré notre famille hier soir en refusant publiquement la demande en mariage de Théo Marchand. » Des murmures parcoururent la foule. Élise sentit ses joues s'empourprer, mais elle garda la tête haute. Elle ne donnerait pas à son père la satisfaction de la voir s'effondrer. Cette jeune personne, continua Gustave, a été corrompue par des idées contraires à nos traditions et à nos valeurs. Elle a manqué de respect à un homme honorable et a bafoué l'autorité paternelle. Je demande donc publiquement qu'elle présente ses excuses à la communauté tout entière. Le silence était assourdissant. Tous les visages étaient tournés vers Élise, attendant sa réaction. Elle reconnut dans la foule plusieurs personnes qu'elle avait connues depuis l'enfance. Madame Dubois, l'institutrice, qui la regardait avec une compassion évidente, le boulanger Martin, mal à l'aise, la famille Roussel, dont la fille Margot venait elle-même d'être contrainte au mariage. Élise pensa à sa mère, à son journal, à toutes ces femmes qui s'étaient résignées avant elle. Elle pensa aussi à celles qui viendraient après elle, qui peut-être trouveraient le courage de résister si elles voyaient qu'une autre avant elles avait osé dire non. « Je n'ai rien à me reprocher », déclara-t-elle d'une voix claire qui porta sur toute la place. « Et je n'ai d'excuses à présenter à personne pour avoir refusé un mariage que je ne désirais pas. » Un murmure scandalisé parcourut l'assemblée. Gustave devint livide. Il n'avait pas prévu cette réaction, comptant sur la pression sociale pour briser la résistance de sa fille. « Très bien, dit-il entre ses dents.
Dans ce cas, tu n'es plus ma fille, tu n'es plus rien pour moi. Débrouille-toi seul, puisque c'est ce que tu voulais. » Il remonta dans sa voiture et démarra, abandonnant Élise au milieu de la place, seule face au regard de toute la communauté. Certains étaient hostiles, d'autres compatissants, mais tous étaient gênés par cette rupture publique qui ébranlait l'ordre établi. Élise resta immobile quelques instants, puis elle commença à marcher. Elle n'avait nulle part où aller, pas d'argent, pas d'amis vers qui se tourner. Mais elle était libre. Pour la première fois de sa vie, elle était véritablement libre. Elle sortit du village par le chemin qui menait vers les collines, celui qu'elle empruntait enfant pour ses promenades solitaires. Le soleil montait dans le ciel, réchauffant son visage, et malgré l'incertitude de son avenir, elle sentait en elle une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Plusieurs heures plus tard, épuisée et déshydratée, elle s'effondra au bord d'une route secondaire, à la limite de l'évanouissement. C'est là qu'un homme la trouva, un inconnu au regard bienveillant qui allait changer le cours de son existence. Lucien Duret conduisait lentement sur la route secondaire qui longeait sa propriété, revenant du marché de la ville voisine, où il était rendu pour vendre une partie de sa récolte de miel. À 43 ans, cet homme aux cheveux prématurément grisonnants menait une existence solitaire depuis le décès de sa femme, Catherine, emportée par une maladie foudroyante 5 années auparavant. Sa ferme, nichée à l'écart du village principal, était devenue son refuge contre le monde extérieur et ses jugements. Ce matin-là, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Sur le bas-côté de la route, une silhouette était étendue dans l'herbe haute. Lucien ralentit et aperçut une jeune femme aux vêtements froissés, apparemment inconsciente. Sans hésiter, il arrêta son véhicule et se précipita vers elle. Élise avait le visage pâle, les lèvres desséchées par la déshydratation et la fatigue. Ses cheveux châtains étaient collés à son front par la transpiration, et ses mains portaient de petites écorchures dues à sa chute. Lucien vérifia rapidement son pouls et sa respiration, rassuré de constater qu'elle était simplement épuisée. « Mademoiselle, mademoiselle, vous m'entendez ?» Élise ouvrit péniblement les yeux, d'abord désorientée par ce visage inconnu penché sur elle. L'homme qui lui parlait avait des traits burinés par le soleil et le travail, mais ses yeux d'un bleu-gris profond exprimaient une bonté naturelle qui la rassura immédiatement. « N'ayez pas peur, dit-il doucement. Je m'appelle Lucien Duret. Vous êtes tombé de épuisement. Il faut vous mettre à l'abri et vous faire boire quelque chose. » Il l'aida délicatement à se redresser, passant un bras autour de ses épaules pour la soutenir. Élise était trop faible pour protester ou poser des questions. Elle se laissa guider jusqu'au véhicule. Reconnaissante de cette aide providentielle, la ferme de Lucien apparut au détour d'un chemin bordé de chênes centenaires. Était une bâtisse de pierre traditionnelle, plus modeste que celle des Moreau, mais d'une beauté rustique qui témoignait de soins constants. Des ruches étaient alignées dans un verger d'abricotiers et un potager soigneusement entretenu s'étendait derrière la maison principale. « Claire !» appela Lucien en aidant Élise à descendre de voiture. « Claire, j'ai besoin de ton aide. » La porte de la maison s'ouvrit sur une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux noirs striés de mèches grises et au regard perçant. Claire Duret, la sœur de Lucien, était venue s'installer chez son frère après la disparition de Catherine pour l'aider à surmonter son deuil. Pragmatique et méfiante de nature, elle avait développé une indépendance farouche qui la rendait parfois abrupte dans ses relations sociales. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en voyant la jeune femme que soutenait son frère. « Je l'ai trouvée évanouie au bord de la route. Elle a besoin de soins. » Claire observa Élise avec attention, notant ses vêtements de bonne qualité mais froissés, ses mains fines qui n'avaient jamais connu le travail manuel dur, et surtout cette expression de détresse profonde qui marquait son visage. « Amenez-la dans la chambre d'amis, » dit-elle finalement. « Je vais préparer une tisane et chercher la trousse de premier secours. » Élise fut installée dans une petite chambre, aux murs blanchis à la chaux, meublée simplement mais avec goût. Le lit était recouvert d'un édredon coloré que Catherine avait confectionné de ses mains, et une fenêtre donnait sur le verger où bourdonnaient paisiblement les abeilles de Lucien. Claire revint avec une tisane de camomille et quelques affaires de toilette. « Buvez ceci lentement, » ordonna-t-elle d'un ton qui ne souffrait pas de discussion. « Et racontez-nous ce qui vous est arrivé. On ne s'évanouit pas au bord des routes sans raison. » Élise hésita un moment. «
Pouvait-elle faire confiance à ces inconnus? Mais le regard bienveillant de Lucien et l'attitude directe mais protectrice de Claire la décidèrent à parler. « Je m'appelle Élise Moreau », commença-t-elle d'une voix encore faible. « Mon père m'a chassé de la maison hier soir parce que j'ai refusé d'épouser l'homme qu'il avait choisi pour moi. » Claire et Lucien échangèrent un regard significatif. Le nom de Moreau leur était familier. Gustave était connu dans toute la région pour son caractère autoritaire et ses positions conservatrices. « Gustave Moreau est votre père ?» demanda Claire avec surprise. Élise hocha la tête, craignant de voir changer l'attitude de ses hôtes. Mais contrairement à ce qu'elle redoutait, Claire sembla plutôt compatir à sa situation. « Je comprends mieux », murmura-t-elle. « Cet homme a la réputation d'un tyran domestique. Plusieurs femmes du village m'ont raconté des histoires sur sa façon de traiter sa famille. » Lucien s'assit sur la chaise près du lit, observant Élise avec une attention bienveillante. « Vous avez de la famille ailleurs, des amis chez qui vous pourriez vous réfugier ?»« Non, personne. Depuis la disparition de ma mère, je n'ai plus de contact avec le reste de la famille. Enfin, je n'avais pas vraiment d'amis au village. » La vérité était plus cruelle encore. Gustave avait soigneusement isolé sa fille, décourageant toute amitié qui aurait pu lui donner des idées d'indépendance. Élise avait grandi dans une bulle hermétique, n'ayant pour seul contact que les relations d'affaires de son père. « Eh bien, vous resterez ici le temps nécessaire, » déclara Lucien sans hésitation. « Nous avons de la place, et vous ne pouvez pas repartir dans cet état. » Claire fronça les sourcils. « Lucien, réfléchis. Si Gustave Moreau apprend que nous hébergeons sa fille, il peut nous créer des ennuis. Cet homme a de l'influence dans la région. »« Je me moque de Gustave Moreau et de son influence, » répliqua Lucien avec une fermeté qui surprit Élise. « Cette jeune femme a besoin d'aide, et nous la lui apporterons. C'est aussi simple que cela. » Claire soupira, mais Élise vit dans ses yeux qu'elle approuvait secrètement la décision de son frère. « Très bien, mais soyons prudents. Si vous restez ici, mademoiselle Moreau, il faudra éviter de vous montrer au village pendant quelque temps. » Les jours qui suivirent furent pour Élise une découverte extraordinaire. Pour la première fois de sa vie, elle évoluait dans un environnement où régnait le respect mutuel et la bienveillance. Lucien était un homme doux et patient qui lui parlait comme à une égale et respectait ses opinions. Claire, malgré sa rudesse apparente, se révélait être une femme de grande intelligence, capable de discussions passionnantes sur des sujets que le père d'Élise jugeait inappropriés pour une femme. La ferme fonctionnait selon des principes d'entraide et de partage qui contrastaient radicalement avec l'atmosphère oppressante de la maison Moreau. Personne ne donnait d'ordre, chacun contribuait selon ses capacités et les décisions importantes étaient prises en commun après discussion. Élise commença à aider aux tâches quotidiennes, découvrant le plaisir d'un travail choisi plutôt qu'imposé. Elle apprit à soigner les ruches avec Lucien, à jardiner avec Claire, et surtout, elle recommença à parler, à exprimer ses pensées sans crainte d'être jugée ou réprimandée. Un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois sur la terrasse face au coucher de soleil, Claire posa une question qui tracassait visiblement Élise depuis son arrivée. « Qu'avez-vous l'intention de faire maintenant? Vous ne pouvez pas rester cachée indéfiniment. » Élise regarda ses mains qui commençaient à se hâler au contact du travail extérieur. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais été préparée à vivre seule, à gagner ma vie. Mon père ne m'a appris qu'à être une épouse docile. Alors il est temps d'apprendre autre chose, » répliqua Claire avec un sourire encourageant. « Nous allons vous aider à devenir indépendante. Mais d'abord, il faut que vous trouviez qui vous êtes vraiment, loin de l'influence de votre père. » Cette nuit-là, Élise s'endormit pour la première fois depuis des années avec un sentiment de paix et d'espoir. Elle était loin d'imaginer que ce refuge temporaire allait bientôt être menacé par les recherches de plus en plus pressantes de son père. 3 semaines étaient écoulées depuis l'arrivée de Élise à la ferme des Durets. Elle avait repris des forces et découvert des aspects d'elle-même qu'elle n'avait jamais soupçonnés. Sous la guidance patiente de Claire, elle apprenait à gérer les comptes de la ferme, à négocier avec les fournisseurs et surtout à prendre des décisions par elle-même. Lucien, de son côté, lui enseignait les secrets de l'apiculture et lui transmettait sa passion pour cette agriculture respectueuse de la nature. Ce matin-là, alors que Élise aidait Claire à ranger le grenier, elle découvrit une vieille malle en bois cachée derrière des caisses poussiéreuses. « Qu'est-ce que vous faites là? » demanda-t-elle. « Je nettoie le grenier. » répondit Claire. « Vous nettoyez le grenier? »
Intriguée, elle l'ouvrit et y trouva des lettres jaunies, des photographies anciennes et des documents officiels. Parmi eux, un nom attira immédiatement son attention. Marie Roussel. « Claire » appela-t-elle d'une voix tremblante. « Venez voir cela, s'il vous plaît. » Claire monta au grenier et s'agenouilla près de Élise pour examiner les documents. Son visage pâlit lorsqu'elle reconnut l'écriture délicate de sa défunte belle-sœur. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, « ce sont les affaires de Catherine. » Mais pourquoi y a-t-il des lettres au nom de Marie Roussel? Élise prit une des lettres avec des mains tremblantes. L'adresse était bien celle de Marie Roussel, mais elle reconnut immédiatement l'écriture. C était celle de sa mère, Marie Moreau, née Roussel. Elle lut la lettre à voix haute, sa voix se brisant à plusieurs reprises. « Ma chère Catherine, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Les années ont passé depuis notre dernière rencontre. Mais je pense souvent à toi et aux rêves que nous partagions quand nous étions jeunes. Tu as eu la chance d'épouser un homme qui t'aime et te respecte. Moi, je me suis retrouvé piégé dans un mariage arrangé avec Gustave Moreau. Il devient de plus en plus dur avec moi, et je crains pour l'avenir de ma petite Élise. » La vérité frappa Élise comme la foudre. Sa mère et Catherine, la défunte épouse de Lucien, étaient des cousines et correspondaient secrètement. Dans ses lettres, Marie racontait la réalité de sa vie conjugale, si différente de l'image parfaite que Gustave avait construite après sa disparition. Claire descendit rapidement chercher Lucien. Quand il lut les lettres à son tour, son visage se durcit. Il découvrait une vérité que Catherine avait gardée pour elle. Marie Moreau était malheureuse, probablement maltraitée, et rêvait de s'enfuir avec sa fille. « Il y a autre chose », dit Élise en sortant une enveloppe cachetée portant la mention « Pour Élise », si elle en a besoin un jour. À l'intérieur, elle trouva un acte de naissance qui révélait un secret stupéfiant. Gustave Moreau N n'était pas son père biologique. Sa mère avait eu une liaison avec un homme de la ville voisine, un instituteur nommé Henri Dubois. Élise était née de cette union, et Gustave, désespéré de paraître fort devant la communauté, avait accepté de reconnaître l'enfant pour sauver les apparences. Mais cette générosité forcée était transformée au fil des années en ressentiment et en contrôle tyrannique. « Voilà pourquoi il m'a toujours traité comme un fardeau », murmura Élise, les larmes aux yeux. « Je représentais la preuve vivante de l'infidélité de ma mère. » La lettre de Marie continuait, révélant qu'Henri Dubois était parti vivre à l'étranger avant la naissance de Élise, mais qu'il avait laissé de l'argent et des instructions pour qu'elle puisse le retrouver si elle le souhaitait un jour. Cette révélation changeait tout. Élise N était plus liée juridiquement ou moralement à Gustave Moreau. Elle avait une famille biologique quelque part dans le monde, et surtout, elle comprenait enfin pourquoi elle était toujours sentie étrangère dans sa propre maison. Mais la paix de cette découverte fut de courte durée. Le lendemain matin, un groupe de villageois mené par Gustave et Théo Marchand arriva à la ferme. Quelqu'un avait fini par signaler la présence de Élise chez les Duret, et son père était venu la récupérer de force. « Sors immédiatement de cette maison !» hurla Gustave en martelant la porte de ses poings. « Tu vas rentrer avec moi et réparer le mal que tu as causé. » Élise apparut sur le seuil, mais ce N était plus la jeune femme soumise d'autrefois. 3 semaines de liberté et de respect l'avaient transformée. Elle se tenait droite, le regard clair et déterminé. « Je ne suis pas votre fille », déclara-t-elle calmement en sortant l'acte de naissance, « et par conséquent, vous n'avez aucune autorité sur moi. » Gustave pâlit en reconnaissant le document. La foule de villageois murmura, comprenant l'importance de cette révélation. Théo Marchand, humilié une fois de plus, tenta de s'approcher d'Élise. Mais Lucien s'interposa fermement. « Cette jeune femme est sous ma protection », déclara-t-il d'une voix qui ne souffrait aucune contradiction. « Et elle le restera aussi longtemps qu'elle le souhaitera. » Gustave, voyant sa stratégie s'effondrer, tenta une dernière manipulation. « Tu n'es rien sans moi, Élise. Tu n'as pas d'argent, pas de travail, pas d'avenir. Dans quelques semaines, tu viendras me supplier de te reprendre. »« Peut-être, » répondit Élise avec un sourire serein. « Mais ce sera mon choix. Pour la première fois de ma vie, les décisions m'appartiennent. » Face à cette détermination inébranlable et aux révélations compromettantes sur sa vie privée, Gustave n'eut d'autre choix que de battre en retraite, emmenant avec lui Théo et leurs supporters déconfits. Les mois qui suivirent
furent difficiles mais exaltants. Élise entreprit des recherches pour retrouver son père biologique et découvrit qu'Henri Dubois était devenu un professeur respecté en Suisse. Leurs premières correspondances furent émouvantes, pleines de regrets mutuels et d'espoirs partagés. Claire l'aida à créer une petite entreprise de production de miel artisanal, utilisant les techniques que lui avait enseignées Lucien. Élise découvrit qu'elle avait un talent naturel pour le commerce et les relations humaines, à libérer enfin des chaînes de la soumission forcée. Sa transformation inspira d'autres femmes de la région. Margot Roussel vint la voir secrètement, cherchant des conseils pour échapper à son mariage arrangé. D'autres suivirent, et bientôt, la ferme des Durets devint un refuge officieux pour les femmes en détresse. Un an plus tard, lors d'une belle soirée de été, Élise se tenait dans le verger en fleurs, observant le coucher de soleil. Lucien la rejoignit, portant 2 tasses de tisane fumante. « Des regrets » demanda-t-il simplement. Élise sourit, respirant le parfum des fleurs d'abricotier. « Aucun. Pour la première fois de ma vie, je sais qui je suis vraiment. Et surtout, je sais que j'ai le droit d'être cette personne. » Ils restèrent silencieux un moment, écoutant le bourdonnement paisible des abeilles qui rentraient à la ruche. Dans cette harmonie simple, Élise avait trouvé bien plus que la liberté. Elle avait découvert l'amour de soi, le respect mutuel et la beauté d'une vie choisie plutôt que subie. L'histoire des Élise Moreau, ou plutôt des Élise Dubois, comme elle avait choisi de s'appeler désormais, était devenue une légende locale. Une légende qui murmurait aux femmes de toutes les générations qu'il n'est jamais trop tard pour dire non, pour choisir sa propre voie, et pour découvrir la personne extraordinaire qui sommeille en chacune d'elles. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire des Élise et de sa quête de liberté vous a touché profondément. Cette transformation remarquable d'une jeune femme qui a trouvé le courage de dire non à l'oppression nous rappelle que chacun de nous possède cette force intérieure pour changer sa destinée. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes que celle-ci. Vous la trouverez en cliquant sur votre gauche. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de donner un « j'aime » à cette vidéo. Chaque jour, nous apportons des récits uniques qui explorent la complexité de la vie humaine et la beauté de nos transformations personnelles. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous vous attendons dans les commentaires pour partager vos impressions sur cette belle histoire de courage et de renaissance.